Imaginez un instant dépenser une fortune colossale. Ouais, Mobiliser les meilleurs artisans de votre époque pour graver la chronique de vos plus grands triomphes militaires dans la pierre. jusque-là, c'est classique pour un roi antique. Voilà. Puis, une fois le chef-d'œuvre achevé, vous décidez de le placer sur la paroi d'une falaise vertigineuse. C'est ça, suspendu au-dessus du vide. Exactement. Dans un endroit où absolument aucun être humain ne pourra jamais s'approcher pour lire le moindre mot. Ah bah ça semble absurde. C'est un scénario qui défie la logique, quoi. Et pourtant, c'est très exactement ce qu'a fait le roi perse Darius il y a 2 millénaires et demi. Oui, et ça soulève une vraie question. Non oui, à quoi ça sert une propagande qui est invisible? C'est le point de départ de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans les sources laissées par l'Empire perse, des montagnes de l'Iran jusqu'aux sables d'Égypte. Et c'est un voyage assez incroyable pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est clair. On va analyser une gigantesque campagne de propagande impériale et la preuve physique d'une merveille d'ingénierie qui préfigure le canal de Suez. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Par où on commence avec ces relevés archéologiques? Mais ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'archéologie vient corriger l'histoire écrite. L'apparente absurdité de cette falaise gravée, en fait, elle cache une ingénierie politique géniale. D'accord. La roche ici, ce n'est pas juste un support, c'est une garantie d'éternité. Les textes ne faisaient pas qu'enregistrer des faits, ils figeaient le temps. Mais physiquement, le contraste est frappant quand on lit les sources. D'un côté, on a cette empreinte monumentale en Perse, gravée à même la montagne. Avec une inaccessibilité totale. Ouais, on parle de textes taillés à des dizaines de mètres du sol. Il fallait des échafaudages périlleux juste pour les sculpter. C'est ça. Moi, je vois ça comme l'équivalent antique de payer le panneau publicitaire le plus cher du monde pour aller le planter en plein milieu du désert de Gobi. Là où personne ne passe, ouais. Voilà. Je veux dire, à quoi sert une propagande que le peuple ne peut même pas atteindre physiquement? Bah, en fait, ça répond à une angoisse très spécifique des souverains de l'Antiquité. L'effacement. Ah, la peur d'être oublié. Pire, la peur d'être effacé par ses rivaux. En mettant ces inscriptions hors de portée, Darius s'assurait qu'aucun vandale ne pourrait venir marteler son nom. Donc le message ne s'adressait pas vraiment au peuple. Non, il s'adressait à la postérité et surtout aux dieux. Pour me peuple, la masse écrasante de la montagne suffisait à transmettre l'idée de son pouvoir absolu. Ok, je vois. Mais alors, de l'autre côté, l'approche s'inverse totalement avec le mystère de l'isthme de Suez, non? Tout à fait. Contrairement aux montagnes perses, les monuments de Suez, ce sont des stèles érigées spécifiquement en territoire égyptien. Et là, on est au ras du sol. Oui, posées à hauteur d'homme, le long d'une voie de passage hyper fréquentée. Là, le pouvoir avait besoin d'être vu et lu au quotidien. D'ailleurs, il y a une anecdote assez tragique et ironique sur ces stèles de Suez dans les sources. Ah oui? Le destin de la traduction sémitique? C'est fou ça. La partie la plus basse de ces monuments, celle qui était vraiment au niveau du sol pour que les marchands ordinaires puissent la lire, Elle a été complètement anéantie. ouais, détruite au 19e siècle par les ouvriers modernes qui creusaient notre canal de Suez contemporain. C'est un drame archéologique absolu. Ils utilisaient de la dynamite et des pioches, ils ne se rendaient pas compte. Ils ont oblitéré la seule voie qui s'adressait directement au peuple antique, juste pour creuser leur propre canal. Oui, l'ironie est mordante. Mais heureusement pour nous, les parties supérieures de ces stèles ont survécu. Ouais. Et elles nous montrent exactement comment Darius utilisait les langues pour dominer l'espace culturel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que Darius ne conquérait pas seulement par les armes, il faisait du ciblage d'audience avant l'heure. Exactement. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'anatomie de ce monument est brillante. C'est une véritable pierre de rosette de l'Orient. Sur le recto, la face visible, on s'attendrait à voir du perse, non? Ben oui, c'est le vainqueur. Mais non, on trouve des hiéroglyphes égyptiens. Et c'est le texte le plus long en plus. Tout à fait. C'est une concession stratégique immense aux traditions pharaoniques. Parler le registre formel du peuple conquis, c'est un outil de soumission psychologique ultime. C'est un peu s'approprier leur identité pour mieux les diriger. Exactement. Il endosse le costume du pharaon, mais quand on passe sur le verso de la stèle, Ah là, ça change. Les sources décrivent deux figures masculines qui tiennent 3 cartouches égyptiens, mais remplies de caractères cunéiformes. et ces trois langues cunéiformes illustrent parfaitement la hiérarchie impériale de Darius. D'accord, décris-nous ça. Alors, en bas, paradoxalement là où c'est le mieux conservé, on a le vieux perse. La langue du roi. Voilà, la voie directe du pouvoir. Ensuite, au-dessus, dans un état de conservation très mauvais, on a les lamites, ou médocitiques. Avec des lignes frustes, à peine lisibles aujourd'hui.
Mais à quoi servait cette langue spécifiquement? C'était la langue de l'administration perse. La bureaucratie, les impôts, tout ça, c'était géré en élamite. Ok, très pragmatique. Et la troisième langue? C'est l'assyrien, ou le babylonien, placé en bas aussi. Malheureusement, presque entièrement effacé par le temps. Il ne reste que quelques lettres. Et c'était quoi son rôle? C'était la lingua franca de l'Empire, la langue du commerce international. En combinant ces trois langues, plus l'égyptien, Darius infiltrait toutes les strates de la société. C'est une maîtrise parfaite de la communication. Mais maintenant qu'on comprend comment il s'adressait à ces sujets, euh, qu'est-ce qu'il leur disait exactement? Quel était le cœur de son message? C'est là qu'on touche à l'ancrage cosmique de son autorité politique. Le texte ne fait pas dans la dentelle. J'ai la citation exacte tirée des sources. C'est le grand Dieu est Ahura Mazda, qui a créé le ciel, qui a fait Darius roi. Oui, la fameuse traduction latine des premiers chercheurs disait Deus magnus et aura Mazdas qui illudu caelum creavit qui Darium regem fecit. L'ordre des mots m'hallucine. Je veux dire, l'arrogance de cette déclaration. Il ne se présente pas juste comme un conquérant opportuniste. Non, pas du tout. Il passe de la création du ciel par Dieu directement à son propre couronnement, sur la même ligne. Comme si sa royauté était une nécessité imposée par l'univers lui-même. C'est exactement laissé rechercher. Avant même de mentionner son titre terrestre de roi des rois, il construit une légitimité absolue. C'est imparable en fait. Bah oui. Si le Créateur suprême t'a nommé personnellement, se rebeller contre toi, ce n'est plus juste un acte politique. C'est une hérésie. C'est lutter contre les lois de l'univers. Voilà, c'est le droit divin dans toute sa splendeur. Mais du coup, euh, quand on prétend avoir été nommé par le Créateur du ciel, on se doit d'accomplir des travaux dignes d'un dieu, non? C'est inévitable. Et c'est précisément ce que Darius a fait en transformant la géographie elle-même. Ce qui nous amène à ce fameux décret d'ingénierie, la matérialisation de ce pouvoir à travers un projet titanesque, le canal des pharaons. Oui, le texte est très clair là-dessus. Darius dit « Je suis un Perse, j'ai ordonné de creuser ce canal du Nil jusqu'à la mer. » Et par la mer, il parle de la mer Rouge pour relier l'Orient à la Méditerranée. Exactement. Il achève le travail commencé par les pharaons bien avant lui. C'est un enjeu géopolitique majeur pour unifier le commerce de son immense empire. Pour notre audience, il faut imaginer que c'est vraiment l'équivalent antique de la création de nos autoroutes de l'information ou d'une refonte totale des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est une comparaison très juste. Ça changeait absolument tout à l'économie de l'époque. Sauf que, et c'est là que l'histoire prend un tournant assez amusant, accomplir cet exploit technique a généré l'un des plus grands débats de l'histoire antique. Ah ça oui, une controverse qui a duré des millénaires. On avait d'un côté les historiens antiques qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Par exemple, Hérodote. Hérodote, qui était un témoin oculaire, affirmait que le canal avait été achevé sous Darius, qu'il était pleinement navigable et qu'il fallait 4 jours pour le traverser. 4 jours de navigation, c'est très précis. Mais de l'autre côté, on avait des pointures de l'histoire gréco-romaine comme Strabon, Diodore et Pline l'Ancien. Et eux, ils soutenaient l'inverse. Ils affirmaient que Darius avait abandonné le projet avant la fin, par peur d'inonder l'Égypte avec de l'eau salée. Ce qui est quand même fou. Des savants aussi respectés qui se trompent à ce point, car le verdict de la pierre est sans appel, non? Tout à fait. Et cela soulève une question importante sur la fiabilité des sources écrites gréco-romaines face aux preuves archéologiques. Parce que la stèle de Darius dit explicitement « Puis ce canal fut creusé ici comme je l'avais ordonné ». Et ce n'est pas juste une déclaration en l'air, ces inscriptions étaient répétées tout au long de la voie navigable. Ce qui n'aurait aucun sens si le canal s'arrêtait en plein milieu du désert. Exactement. Ces pierres confirment de manière irréfutable qu'Hérodote avait raison, le canal était bel et bien achevé, ininterrompu et navigable de bout en bout. C'est la suprématie de la pierre. L'épigraphie agit vraiment comme le juge ultime ici. Elle corrige les erreurs des historiens de l'Antiquité. Oui, la pierre ne ment pas sur son propre emplacement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? On a vu comment une série de gravures en vieux perse, élamite, assyrien et égyptien a servi de chef-d'œuvre de propagande. Une propagande magistrale ancrée dans le droit divin, oui. Et qui, en plus, a sauvé la vérité historique sur cet ancêtre du canal de Suez, survivant même, enfin en partie, aux pelleteuses du 19e siècle. C'est un sacré voyage dans le temps. Oui. Et ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je t'écoute.
Si les mots gravés par Darius dans la roche ont survécu pour corriger l'histoire littéraire 2500 ans plus tard, quelles seront nos pierres à nous? C'est une excellente question. Si nos plus grands projets d'ingénierie moderne disparaissent un jour sous les sables, est-ce qu'on laissera derrière nous des données suffisamment durables pour prouver notre vérité? Vu qu'on stocke tout sur du numérique ultra fragile, c'est pas gagné, hein. Ben c'est ça, est-ce que les historiens du futur devront deviner ce qu'on a réellement accompli à travers des fragments effacés de serveurs informatiques? Ça fait réfléchir. Une très belle piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise avec moi pour cette plongée fascinante au cœur de ces sources antiques. C'était un vrai plaisir. Merci, le plaisir était partagé. Et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles pages de notre histoire. À bientôt!